3 jours. 3 jours qui ont tout changé. Sur le front, la Russie avance. Konstantinovka tombe. Les raffineries ukrainiennes s'embrasent. Les drones s'écrasent par centaines. Mais pendant que la terre tremble, Washington devient le centre du monde. Trump parle à Poutine. Zelensky accepte enfin la négociation. La paix est-elle à portée de main? Où sommes-nous à la veille d'une guerre totale? Dans cette vidéo, on revient sur 72 heures qui pourraient décider de l'avenir de l'Ukraine. Et peut-être du monde entier. Restez jusqu'au bout, car ce qui se joue en ce moment pourrait faire basculer l'histoire. Résumé en date du 17 août 2025, jour 1271 de l'opération spéciale. Pendant que les combats font rage sur le front, l'Occident prépare déjà l'après-guerre et une délégation historique se dirige vers Washington. Secteur Est, percée et encerclement en vue, les forces russes accentuent leur étau autour du Gledar, encerclant Kamyshevaka depuis le nord après la prise de Voronoé. À l'ouest, Pianvarsk bascule en zone grise, signe d'un effritement ukrainien. Plus au nord, la bataille fait rage près de Pokrovské. Nos troupes avancent à Chunyshyn, tandis que les Ukrainiens concentrent des masses à Dobropilia pour colmater la brèche. À l'est, la pression s'intensifie sur Charkov et Sofivka, menaçant le flanc de leur défense. Donbass, Konstantinovka en ligne de mire. Sur le front de Konstantinovka, la percée s'accélère. Nos unités ont franchi près de Tekhino, pénétrant officiellement dans les limites administratives de la ville. La poche de Klebanvik est en cours de nettoyage, tandis que les combats font rage le long de la rivière Kryvyi-Torets. À l'ouest de Chassivyar, progression à Nikolaïevka est poussée vers Drushkivka et Verolyubivka, des axes clés pour couper les lignes de retraite ukrainiennes. Nord du Donbass, avancée vers Severodonetsk. Depuis Ivano-Darivka et Viemka, nos troupes reprennent du terrain. Serebrianka serait tombée. La prise des hauteurs ouest menace désormais les faubourgs nord de Severodonetsk. Nettoyage des forêts de Kremen et zone inondable sur la rive gauche du Severnidonetsk, un verrou stratégique en train de céder. Krasnoliman, forêts et manœuvres d'enveloppement. Au sud-ouest de Tchervona-Dibrova, les Russes attaquent en direction de Yampil, visant à couper la logistique ukrainienne depuis l'arrière. Kolodésy est tombé, exposant Stavka et Zarechny. À Karpivka, nos forces tentent de couper la route Korovyi-Yar, Redkodoub, tandis que les Ukrainiens lancent de vaines contre-attaques à Redkodoub. Kharkiv et Kupiansk, feu continu, progression lente. Les combats persistent près de Sobolivka, Petropavlivka et dans les forêts autour de Sinelnikov. Nos troupes progressent vers Tikho, tandis que les affrontements font rage à Volchansky et Yunakivka. Dans la région de Soumy, les lignes bougent peu, mais les Ukrainiens gagnent du terrain à l'est de Novonikolaïevka. Kherson et Zaporizhia, calme relatif, guerre de drones. Pas de mouvement majeur, mais les Russes neutralisent des postes de drones ukrainiens, dépôts et véhicules. 31 obus tirés par l'ennemi sur 9 villages de la rive gauche. Sur le front de Zaporizhia, les combats sont constants de Stepnogorsk à Malatokmachka, aucun gain décisif. Mais une usure continue. Guerre aérienne. Record de destruction. La défense aérienne russe pulvérise un nouveau record. 4 bombes aériennes, 300 drones abattus en 24 heures. Un drone, Spis, intercepté au-dessus de la centrale nucléaire de Smolensk, grâce à la guerre électronique, attaque sur la gare de Lysky, Voronej. Un blessé, retard ferroviaire. Frappe nocturne. Cible stratégique touchée. Des frappes précises ont visé. Stockage de missiles, Sapsan. Et composants. Poste de commandement et dépôt de munitions à Belozersky. L'Ukraine reconnaît une chute drastique des lancements de drones, Geran, signe d'un redéploiement russe vers des armes plus avancées. L'Occident prépare l'après-guerre. Une coalition de dissuasion en marche. Alors que les combats se poursuivent, les alliés européens et atlantiques anticipent déjà la stabilisation de l'Ukraine. Lors d'une réunion virtuelle, le 17 août, la coalition des volontaires, co-présidée par le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, a réaffirmé son engagement à déployer des forces de dissuasion multinationales dès la cessation des hostilités. Leur mission? Sécuriser l'espace aérien et maritime ukrainien, aider à la reconstruction des forces armées ukrainiennes, garantir une stabilité durable face aux menaces futures. En route pour Washington, la délégation de l'unité occidentale, dans un geste symbolique fort, une délégation de haut niveau, accompagnée du président Volodymyr Zelensky se rendra prochainement aux États-Unis pour rencontrer Donald Trump
dans le cadre des discussions sur l'avenir de la sécurité européenne. Sont confirmés au voyage. Emmanuel Macron, président de la France. Friedrich Merz, chancelier d'Allemagne. Keir Starmer, Premier ministre du Royaume-Uni. Giorgia Meloni, Première ministre d'Italie. Alexander Stubb, président de Finlande. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN. Un message clair, l'Ukraine n'est pas seule, ni pendant la guerre, ni après. Jour 1271. La guerre continue sur le terrain. La paix se prépare déjà dans les salles de crise. Pendant que les obus tombent, les fondations d'un nouvel ordre de sécurité se posent.